Merci à tous de votre présence pour ce webinaire consacré à un sujet crucial pour nos organisations, ce sont les risques psychosociaux. Absentéisme, désengagement, baisse de performance, les RPS, ça impacte tout l'écosystème d'une entreprise. Donc il faut savoir les repérer, ça va être le premier pas pour agir. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est simple, c'est donc comprendre le cadre légal, identifier les signaux faibles au sein de vos équipes et repartir avec des outils concrets pour mettre en place une prévention efficace. Donc pour nous accompagner aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tatiana Rink. Elle est experte sur le sujet. Merci Daya. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et en effet, comme l'a dit Daya, on va parler des RPS, donc des risques psychosociaux. C'est un sujet qui est d'intérêt pour la plupart des entreprises, pour toutes les entreprises. On va commencer par en effet comprendre, enfin définir rapidement les RPS, explorer ensemble pourquoi les entreprises ont en effet tout intérêt à s'emparer du sujet et surtout à s'emparer du sujet le plus en amont possible. On va également parler des obligations légales en matière de RPS. Vous allez voir que bon, il n'y a pas énormément de choses, mais il y en a quand même, et c'est important en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant que manager, en tant que direction, d'avoir ça en tête pour être justement en conformité avec la loi. On va aussi rapidement voir les différentes étapes qui existent pour mettre en place une démarche de prévention, donc ce qu'on va appeler une PRPS, prévention, un plan d'action, prévention, risques psychosociaux. Et on va finir en parlant des signaux faibles. Donc les signaux faibles, c'est tout est dit dans le nom. C'est voilà un petit peu les signaux qui vont vous permettre de comprendre dès le début qu'il y a un problème et qu'il faudrait idéalement agir. L'enjeu des RPS dans le monde du travail aujourd'hui. Commencer par vous faire travailler. Alors c'est un petit quiz, très écran qui est de savoir à combien on estime le coût pour remplacer une personne sur un poste suite à une démission. La bonne réponse, il y a une seule personne qui a trouvé la bonne réponse, qui est entre 50 et 300% du salaire annuel. Donc c'est entre 50 et 300% du salaire annuel, donc ça paraît énorme. Et pourtant, c'est la bonne réponse. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient notamment, alors vous avez tous les frais RH, évidemment, recrutement de personnes, etc. Et ça, c'est surtout la perte de productivité. Quand une nouvelle personne intègre une équipe, elle ne va pas tout de suite être opérationnelle. Généralement, on va avoir entre 3, 6, voire 9 mois où la personne va être encore un petit peu en formation. Et donc, la plupart des coûts vraiment se concentrent là-dessus, donc sur la formation de la personne, et puis après aussi sur un petit peu le manque à gagner, donc le manque de productivité. Et ce qui est intéressant à voir, c'est aussi au niveau du niveau hiérarchique de la personne. Plus on va monter, haut hiérarchiquement dans l'entreprise, plus on va s'approcher justement des 300% du salaire annuel. Donc au bout d'un moment, ça commence quand même à faire un coût significatif. Si vous avez un turnover élevé, ça vous coûte de l'argent en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, tout simplement. Et là, on parle vraiment que de la partie financière. On ne parle pas encore de la partie, on va dire, sociale, hein, de dire pourquoi est-ce qu'une personne démissionne. Alors, des fois, il y a des événements de vie qui font que, mais c'est aussi, ça peut être aussi parce que la personne, justement, est mal dans son travail, ne se sent pas bien. Et là, ça peut être plus embêtant. Donc, il y a vraiment cette notion aussi, un petit peu, on va y revenir plus tard, de fidélisation, en fait, des collaborateurs. Quel est le premier motif d'absence longue durée en France aujourd'hui? Donc vous avez quatre options. Les maladies infectieuses de type grippe ou rhume, les accidents graves sur le lieu du travail, les troubles psychologiques, donc le stress, l'épuisement, l'anxiété et les cancers. Alors, vous êtes unanime, c'est les troubles psychologiques et en effet, vous avez tout à fait raison. On parle bien voilà, du fameux burn-out. On reviendra très rapidement tout à l'heure sur ce terme de burn-out. Mais quand on parle de RPS, de risques psychosociaux, en effet, on parle de stress, d'épuisement, d'anxiété. C'est quand même assez... Enfin, c'est un coût en fait, hein, aussi pour les entreprises, mais aussi pour la société, tout simplement. Quand les personnes s'arrêtent pour 3 mois, 6 mois, voire plus, on voit les gens peuvent s'arrêter pour plus d'un an parce que dépression, épuisement et après ça peut être même dramatique. Ça peut aller les RPS, on verra ça, ça peut aller jusqu'au suicide sur le lieu de travail et ça c'est reconnu notamment comme un incident sur le lieu de travail. Et vous avez tous les ans en France, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais X suicides sur le lieu de travail qui sont reconnus comme accidents du travail.
Ça, c'était la question la plus difficile. Donc là, vraiment, on va parler des facteurs qui viennent influencer la fidélisation des salariés. Et encore une fois, ça, c'est des chiffres qui viennent pas seulement voilà, de mon expérience professionnelle, mais vraiment d'études sociologiques sur la psychologie du travail aussi qui ont été publiées, donc des études tout à fait sérieuses, approfondies, qui en effet mettent en évidence que la qualité du management vient influencer pour plus de 50% la fidélisation des salariés. Donc c'est assez énorme. Beaucoup d'études en fait ne s'attendaient pas non plus à avoir vraiment un chiffre aussi élevé quand on vient échanger avec les salariés pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans une entreprise et que la qualité du management vraiment soit nommée à plus de 50% en première position. Pas loin derrière, en fait, vous avez aussi les conditions de travail. En effet, on va venir parler, donc par exemple, d'ambiance de travail, de lien avec mes collègues, lien avec ma hiérarchie, la rémunération qui arrive en troisième position. Et souvent, quand vous parlez à des gens, ils vont automatiquement mettre la rémunération en premier lieu. Alors attention, hein, ça c'est vraiment des grandes tendances. Vous avez, voilà, de manière ponctuelle, peut-être des gens qui vont dire, bah pour moi, le plus important, c'est la rémunération. Mais de manière générale, ça arrive vraiment en troisième. Le baby-foot dans la salle de pause. Donc ça va être un petit peu tous les à côté, un peu fun, hein, si vous voulez. Donc c'est le baby-foot dans la salle de pause, mais ça va être aussi plein d'autres choses qu'on va trouver autour. Donc par exemple, les locaux, est-ce que c'est des locaux qui sont agréables ou pas? Et en dernier, vous avez le nombre d'années passées dans la même entreprise. Et ça met vraiment aussi en lumière une chose, c'est que les RPS, aujourd'hui, c'est un enjeu humain, social, juridique et économique. Et pour revenir très rapidement aussi, ce que je voulais ajouter à la dernière question qu'on a vue, donc la qualité du management qui est responsable à plus de 50% de la fidélisation des collaborateurs. Aujourd'hui, être manager, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné et c'est quelque chose c'est des compétences, hein, comme toute autre compétence sur lesquelles on peut travailler et se faire former, notamment, qui permet évidemment, voilà, d'être un meilleur manager. C'est pas quelque chose qu'on est, on ne naît pas manager, on devient manager et ça, c'est très important aussi à comprendre, notamment aussi pour les entreprises. Et je vois aujourd'hui malheureusement encore beaucoup de managers qui eux-mêmes sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas été accompagnés correctement ou formés correctement au moment de passer justement de collaborateur à manager. Et ça, c'est un passage qui est quand même assez difficile des fois, surtout si les personnes après viennent à manager leurs propres collègues, enfin leurs anciens collègues. Donc là, c'est encore plus important justement de venir accompagner les gens. Donc vous l'avez compris, les risques psychosociaux, donc c'est vraiment il y a un enjeu, un énorme enjeu humain derrière, social, juridique et économique. Alors qu'est-ce qu'on va comprendre sous RPS? RPS, ça va venir inclure trois choses. Les conflits, l'ambiance de travail, le micromanagement. Donc le micromanagement, hein, c'est le fait de vouloir tout vérifier ce que font les personnes de notre équipe. Et aussi les violences externes, donc tout ce qui va être incivilité, insulte, agression, donc ce qui va venir notamment du public, des clients, des fournisseurs. Alors, on n'espère pas que vos fournisseurs vous insultent, mais des fois, il peut y avoir des situations qui peuvent être tendues. Pensez par exemple aux personnes qui vont travailler à la réception d'une entreprise. Bah, elles sont en lien direct avec le public et peuvent être soumis à des violences externes, justement. Les violences internes, ça va être vraiment entre salariés. Quelles sont donc les conséquences qu'on va avoir dans les entreprises? On va avoir notamment, on en parlait tout à l'heure, des absentéismes soit à répétition, soit à longue durée. Alors à répétition, ça va être surtout des absentéismes en lien avec les RPS, hein, j'entends, qui vont être 2 jours par là, 3 jours par là, une semaine par là. La personne n'est pas bien parce que et du coup, elle n'a pas envie de venir au travail, elle n'a pas envie de voir ses collègues, elle n'a pas envie de venir au travail, donc elle va se faire arrêter plus ou moins souvent sur des petites durées. Ou alors, quand la personne est déjà dans le burn-out, vraiment dans l'épuisement, là, facilement, on peut passer à 6 mois d'arrêt, voire plus. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Et donc, évidemment, ça vient jouer sur la productivité de l'entreprise, sur la productivité de l'équipe qui est concernée. Et on va voir vraiment donc une dégradation de la productivité et puis, évidemment, des résultats financiers derrière. Ça va avoir un impact négatif aussi sur l'ambiance de travail. Donc là, on va parler démotivation, on va parler désengagement. Même pas sur l'absentéisme, on est vraiment sur avec quelle posture j'arrive le matin, avec quelle envie de travailler j'arrive le matin. Et donc là aussi,
par ricochet, évidemment, je suis moins motivée, je suis moins engagée. Ça veut dire que je vais aussi moins bien travailler potentiellement. Et puis surtout, je vais faire le strict minimum et je vais rentrer chez moi. Alors que des personnes qui vont être motivées, qui vont être engagées, elles vont avoir envie justement de rester plus longtemps. Je m'engage, j'aime mon entreprise, j'aime mon équipe. S'il faut rester un peu plus longtemps, je peux potentiellement rester un peu plus longtemps. Je vais avoir des idées qui vont être beaucoup plus innovantes aussi et je vais essayer d'aller au-delà de ce qu'on me demande de faire. Le problème de fidélisation des collaborateurs, on en parlait tout à l'heure, hein, c'était la première question. Donc un turnover élevé, ça coûte cher. On s'en rend pas forcément compte, hein, mais ça coûte très cher pour une entreprise. Ça peut monter, hein, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 3 fois le salaire annuel du poste en question. Voilà, notamment parce que il y a les frais de formation, il y a les frais après aussi de productivité, dans le sens où la personne, il faut qu'elle rentre un petit peu dans son poste. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir recruté aussi la mauvaise personne. Hein, si vous reprenez, enfin, si quelqu'un quitte son poste, ça ne fait qu'allonger un petit peu ce temps. Et si vous avez un poste qui reste vacant, il faut bien que les responsabilités, ou un minimum, soient assurés par les autres membres de l'équipe qui, du coup, mathématiquement, auront moins de temps disponible pour leurs propres tâches. Donc là aussi, on est sur ces questions. Si ça va venir jouer sur la marque employeur, donc des difficultés notamment d'attraction de nouveaux talents qui peuvent être assez problématiques. Aujourd'hui, on sait que la génération Z, qui est déjà sur le marché du travail et qui continue d'arriver sur le marché du travail, a des attentes un peu différentes de la génération Y. C'est les jeunes qui voilà, commencent leur carrière ou viennent de commencer leur carrière, ont des attentes beaucoup plus élevées sur l'équilibre vie perso, vie pro qu'on ne voyait pas forcément, enfin qu'on commençait déjà à voir avec la génération précédente, mais qui sont vraiment aujourd'hui exacerbées. Et notamment aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez plein de sites qui viennent classer les entreprises en fonction des conditions de travail. Et ils sont régulièrement consultés notamment par les étudiants, même quand ils cherchent un stage, hein, même sans aller sur un CDI ou un CDD. Alors aujourd'hui, vous avez 6 facteurs de RPS qui sont reconnus aujourd'hui. Donc la présence, alors ça c'est important, c'est pas parce que vous avez ces facteurs de risque dans votre entreprise que forcément des RPS vont apparaître, d'accord? C'est juste que si vous vous rendez compte que ces 6 facteurs sont présents dans votre entreprise, ça peut probablement augmenter la probabilité que des RPS arrivent. Donc c'est-à-dire que des gens souffrent de stress, souffrent de mal-être, souffrent d'angoisse, de dépression, etc. Et ce qui va à terme mener à, dans le pire des cas, un burn-out. Ces facteurs RPS, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent d'un rapport qui a été notamment écrit par Michel Golac et Marceline Baudier, donc Michel Golac, l'ancien ministre, en 2011 sur la demande du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces 6 facteurs RPS, c'est ceux qui sont communément reconnus et utilisé quand vient développer en fait un plan de prévention RPS. On va voir ça juste après sur la partie cadre légal. En gros, si vous basez votre approche, votre démarche sur ces 6 facteurs RPS, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de structurer votre approche par rapport à ces 6 facteurs. Par contre, c'est fortement recommandé. On va retrouver notamment l'intensité, le temps de travail. Donc là, on va être vraiment sur tout ce qui va être surcharge de travail. On va être aussi sur des horaires atypiques, par exemple le travail de nuit, qui va être beaucoup plus difficile aussi à mettre en lien avec en équilibre vie pro, vie perso. On va parler aussi quand on va retrouver des objectifs qui vont être plutôt flous ou irréalistes dans une entreprise, ça va jouer un petit peu sur cette notion d'intensité parce que on a beau travailler, on peut pas atteindre ces objectifs et on a l'impression que voilà, on nous met la pression mais on n'arrive pas à suivre derrière. Donc vraiment cette notion d'intensité et des horaires de travail. Ensuite, vous avez tout ce qui va être exigence émotionnelle. Donc là, on va parler notamment de contact avec la souffrance humaine. Pensez par exemple au secteur socio-médical. Très concrètement, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes ou aides-soignants, pas que soignantes, soignants aussi, qui vont être directement en lien avec des choses dures à vivre, qui dans certaines situations doivent aussi cacher leurs émotions. Voilà, donc ça va être ce qu'on va comprendre sous cette notion d'exigence émotionnelle, mais ça peut être aussi, par exemple, des tensions avec le public. Je mentionnais tout à l'heure les personnes qui travaillent à la réception d'une entreprise.
en fonction de là où elles sont, il peut y avoir des tensions assez fortes. J'échangeais il y a quelque temps avec une personne qui travaille dans un organisme de la sécurité sociale, qui travaille avec le public et qui me parlait d'incidents qui avaient eu lieu où vous aviez des personnes qui sont arrivées avec des couteaux pour menacer justement les collaborateurs, les agents. Ça peut être extrêmement dur à vivre, à menacer, voilà, physiquement, dans son intégrité physique, mais aussi psychologique, évidemment. Vous avez aussi des entreprises où vous devez cacher vos émotions. Vous pouvez pas dire que ça va pas. Vous vivez quelque chose de très dur personnellement et voilà, je sais pas, un divorce ou un décès et vous ne pouvez pas en parler à vos collègues. Vous devez cacher vos émotions. Ça aussi, ça peut être dur à vivre. Manque d'autonomie, je parlais tout à l'heure de micromanagement. En effet, le fait de plus on va... Alors, c'est pas forcément le fait de cadrer. Donc, c'est important de cadrer, justement, notamment dans la gestion de projet. Mais c'est vraiment de pas laisser aux gens le fait de pas laisser d'autonomie, de ne pas laisser de marge de manœuvre aux gens et de ne pas les laisser participer aux décisions. Vous avez aussi tout ce qui va être rapports sociaux dégradés. Donc là, on va être plutôt sur les relations conflictuelles avec la hiérarchie, avec les collègues. On va retrouver aussi tout ce qui va être harcèlement moral, harcèlement sexuel. À partir du moment où on dit, bah, j'aime pas mes collègues, oh là, c'est dur, il n'y a pas une bonne ambiance. Ça va parler de rapports sociaux dégradés. Ensuite, on va retrouver les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, c'est le fait... Alors, vous avez deux niveaux au niveau des conflits de valeurs. Vous avez ce qu'on appelle le grand sens et le petit sens. Le grand sens, c'est est-ce que je suis alignée avec ce que fait mon entreprise? Donc, très concrètement, est-ce que voilà, je travaille pour une entreprise dont je suis fière? Est-ce que je trouve que, voilà, si par exemple je travaille pour le service public, parce qu'on parlait du service public tout à l'heure, bah, il y a un peu cette notion de je travaille pour la société, je travaille pour notre système social, je suis fière de ça. Et donc ça va être plutôt le grand sens. Le petit sens, c'est quel est mon rôle personnel à moi dans mon équipe de travail? Est-ce que je suis fière de mon travail? Est-ce que j'ai l'impression de faire du travail de qualité? Et donc ça implique aussi, par exemple, d'avoir les outils pour faire un travail de qualité. Si voilà, je n'ai pas à disposition les outils pour faire un bon travail ou le temps nécessaire, et ben ça peut être très dur aussi, parce que ben, on a l'impression de mal travailler et de pas être fier de son travail. Insécurité de la situation de travail, donc là on va être sur tout ce qui va être non maintien du niveau des salaires, quand vous avez des restructurations, les personnes qui vont travailler en CDD répétés, donc tout ça, ça va venir jouer aussi sur ces RPS. Ensuite, quelles sont les obligations légales des entreprises concernant les RPS? Alors, je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même des choses à avoir en tête en tant qu'employeur. En tant qu'employeur, les entreprises sont soumises à une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État, le gouvernement ne va pas venir voir concrètement ce que vous faites jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et quand il y a un problème, là, il faut que vous soyez en capacité de prouver que vous avez mis en place une démarche sincère et réfléchie sur les risques psychosociaux. Voilà. Donc, ils vont venir voir des choses très spécifiques pour voir si, bah, qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir les RPS dans votre organisation. Voilà. Est-ce que vous avez concrètement engagé des actions pour remédier aux problématiques? Et donc, ça inclut aussi de faire un audit, un diagnostic en amont sur ça. Une bonne pratique que vous pouvez avoir en tête, c'est toujours d'associer les salariés à la démarche RPS. Alors oui, ça allonge un petit peu le temps de la mise en place du plan d'action, mais ça le rend 15 fois plus efficace. Alors je ne sais pas exactement combien de fois plus efficace, mais en tout cas, ça le rend vraiment plus efficace parce que ben, en tant qu'humain, on aime bien s'approprier les choses sur lesquelles on a travaillé. Alors, ce que vous devez faire par contre, et ça c'est une obligation légale, c'est que vous devez avoir en tant qu'entreprise ou employeur un DURP, donc c'est un document unique d'évaluation des risques professionnels, et les RPS, donc les risques psychosociaux, doivent être intégrés au document unique d'évaluation des risques professionnels, qui, je vous le rappelle, doit être mis à jour tous les ans. Idéalement. Donc aussi un petit nudge, si vous l'avez pas fait ces derniers temps, n'hésitez pas à aller voir ce que vous avez dans ce document et à le mettre à jour, avec notamment les RPS. Deuxièmement, donc je le mentionnais, donc le Code du travail prévoit l'obligation générale pour l'employeur de protéger la santé du travailleur et ça inclut également la santé psychique
donc les RPS. Et donc là, je reviens à ce qui a marqué au-dessus de la slide. Donc vraiment cette obligation de résultat. En gros, il faut que les gens soient bien chez vous, peu importe comment vous y arrivez, il faut que vous réussissiez à minimiser au maximum les RPS. Vous voyez, ça reste très vague quand même comme indication, une obligation de résultat. Heureusement, il existe des outils pour faire ça, pour prouver justement que vous êtes dans une démarche sincère et réfléchie. Je vous montrerai les outils, en tout cas quelques outils juste après. Un petit focus sur harcèlement moral, harcèlement sexuel et les violences, les VSS, donc ça c'est les violences sexistes et sexuelles. Donc là, vous avez une obligation de prévention en tant qu'employeur. Donc vous avez trois axes sur cette prévention. Donc la première, c'est l'information des salariés sur le sujet. Donc vous devez diffuser les informations voilà, sur le harcèlement moral, sur le harcèlement sexuel, sur les VSS auprès de tous les salariés et de manière régulière. Vous devez également mettre en place des procédures de signalement. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut signaler une problématique, elle doit très clairement savoir à qui s'adresser, comment s'adresser à cette personne. Et derrière, il faut que les situations signalées soient automatiquement et immédiatement traitées. Voilà. Donc là, typiquement, si vous avez, si l'inspection du travail vient voir ce que vous faites en matière de RPS, pour une raison X ou Y, ils vont, j'ai pas envie de dire commencer par ça, mais c'est des choses qu'ils vont aller voir aussi. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que c'est bien maîtrisé ou pas? Si votre entreprise dispose d'un CSE, celui-ci doit être associé à la démarche PRPS, donc prévention des risques psychosociaux, qui est mise en place dans votre entreprise. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à eux de le faire, ça veut dire qu'ils doivent donner leur avis. Voilà. Et idéalement, en fonction aussi du climat social de l'entreprise, on va venir inciter les entreprises en fait à vraiment collaborer avec les CSE, en tout cas les représentants du personnel, pour arriver à une démarche de prévention RPS qui soit vraiment pertinente. L'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. C'est pour ça que je dis associer les salariés à la démarche PRPS, ça peut allonger la mise en place, mais ça la rend plus efficace. Et en fait, derrière, vous allez économiser, entre guillemets, du temps, des nerfs, de l'argent aussi, on l'a vu, parce que ça peut avoir des conséquences juridiques, vraiment, de pas vous emparer du sujet des RPS. En fin de compte, ça vous évite plein de problèmes derrière. Donc, c'est pas grave si sur le moment, bon bah voilà, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus d'investissement. Comment maîtriser les RPS dans mon entreprise, dans mon équipe de travail? La question voilà, qui est pas facile à répondre. Alors, avant d'aller vraiment sur les méthodologies que vous pouvez utiliser, là, on a peu de temps, on a une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur sur la question. Mais voilà, l'idée c'est de vous donner quand même quelques pistes de réflexion. Globalement, il faut savoir que vous avez trois moments auxquels vous pouvez intervenir pour gérer les RPS au sein de vos équipes. On parle de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes parce qu'on va les utiliser aussi dans d'autres contextes, des contextes de santé-sécurité au travail, mais on va aussi l'utiliser quand on parle de RPS. Donc la prévention primaire, c'est de combattre les RPS à la source. Ça veut dire qu'on identifie la source du problème, du stress, de la violence interne ou externe, et on décide de tout simplement fermer cette source. On s'attelle à... Voilà. Et donc là, vous voyez sur l'image devant vous le petit visuel. Donc là, la petite croix verte, c'est où est-ce que vous intervenez. Donc là, vous intervenez à la source. Donc si la source n'existe pas, par ricochet, les conséquences n'existent plus. Voilà. Donc ça, c'est la seule stratégie qui est réellement durable et efficace à 100%. Donc, idéalement, on va commencer par la prévention primaire. Après, il y a le monde des bisounours, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que des fois, vous avez certaines sources sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. C'est comme ça. Le risque zéro n'existe jamais. Et donc, dans certains cas, vous pouvez assez facilement vous débarrasser de la source du problème, et des fois, ce n'est pas possible. Par exemple, les personnes qui travaillent avec le public, à la réception voilà, d'une entreprise ou autre part, peu importe, de fait, on ne peut pas arrêter de recevoir du public dans un lieu, voilà, dans une entreprise. Donc, vous aurez toujours
cette problématique qui existe. Je me souviens notamment d'un bailleur social avec lequel j'avais travaillé sur ces questions de RPS, qui m'expliquait que les concierges étaient souvent pris à partie par les locataires qui mécontents. Et des fois, ça allait vraiment sur des escalades de violence graves. Voilà, où les concierges étaient, enfin le concierge ou la concierge était physiquement agressé par des locataires. Et là, en fait, on peut dire, bah oui, bah on va, c'est pas si facile, mais voilà, on met le locataire à la porte. Ça, c'est, je m'attaque à la source. Mais de facto, dans la réalité, c'est pas possible. C'est des procédures juridiques qui sont extrêmement longues, qui sont extrêmement compliquées. Et puis aussi, qui vous dit que bah, la prochaine personne, le prochain locataire ne va pas aussi avoir, peut potentiellement être violent envers le concierge. Donc là, la prévention secondaire, vient viser la résistance de vos collaborateurs aux facteurs des RPS. Donc c'est en gros, là vous voyez la petite flèche, enfin le petit carré là, on peut pas s'attaquer à la source. Donc on va essayer vraiment de rendre les collaborateurs plus résistants à ces RPS pour éviter les conséquences. C'est une stratégie qui peut très bien fonctionner, mais qui va avoir tendance à décroître avec le temps, pour différentes raisons. Mais voilà, quand on peut pas faire de la prévention primaire, bah, on fait de la prévention secondaire. C'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup d'entreprises. Au niveau des RPS, bah, vous avez certains métiers, voilà, je pense notamment par exemple au consulting ou voilà, au niveau de la surcharge de travail, c'est difficile de s'attaquer à la source du problème. Pour revenir là sur le bailleur social que je suivais, donc où les concierges avaient vraiment fait remonter que ça devenait invivable pour eux tout simplement. Ils avaient mis en place le fait que les concierges devaient sortir à deux. Donc ils avaient plus le droit de faire le tour des bâtiments seuls. Il fallait toujours qu'ils soient à deux. Voilà, pour être, enfin, toujours être accompagné de quelqu'un pour essayer justement d'endiguer ce problème de bah, je me retrouve tout seul, il y a un locataire qui me prend un parti, comment je fais pour me protéger? Et ensuite, vous avez la prévention tertiaire. Donc là, le mal est fait, malheureusement. Il faut le gérer. Donc là, on n'a pas agi sur la source. On n'a pas agi sur, on n'a pas été en prévention secondaire où on a raté le coche, hein, tout simplement, c'est souvent ce qui arrive. Bah, les conséquences sont là. Ça veut dire que bah, les gens sont mal. Ils sont mal dans leur travail. Il y a des accidents de travail ou même des suicides hein, sur le lieu de travail, malheureusement, qui arrivent. Alors ça, c'est évidemment des situations extrêmes, mais ça arrive et c'est reconnu comme notamment des accidents de travail. Et donc là, quand vous êtes dans une situation où le mal-être est déjà installé, bah, il faut réussir à gérer la crise. Et donc c'est là que la petite croix verte vient s'instaurer sur la gestion de crise. Donc là, ça va passer par des cellules de crise, un soutien psychologique, des protocoles à déclencher pardon, d'incident. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est la prendre en compte et prendre en charge. Enfin, c'est pas juste prendre en compte, c'est prendre en charge la souffrance des collaborateurs. Donc évidemment, vos protocoles, vous n'allez pas les imaginer pendant la crise. Idéalement, vous avez travaillé dessus avant et ça peut tout à fait faire partie intégrante d'un plan d'action PRPS. Voilà, ça c'est des choses par exemple sur lesquelles je travaille notamment avec les clients que j'accompagne, que j'accompagne, pardon. Alors, trois moments et on arrive quasiment à la fin du temps imparti. On va pouvoir passer sur les questions dans quelques instants. Donc, on va passer sur comment est-ce que je structure ma démarche de prévention RPS, hein. L'idée, c'est pas de faire des choses pour faire des choses ou pour montrer à l'administration que vous faites des choses. C'est d'avoir vraiment, je vous rappelle, vous avez une obligation de résultat en tant qu'employeur. Donc là, l'objectif, c'est bah, de s'attaquer directement sur les vraies causes. Donc vous allez avoir trois étapes. La première, c'est la mobilisation. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire participer l'ensemble des acteurs de l'établissement à la prévention des risques psychosociaux. On vient parler de la direction, on vient parler des managers, donc de l'encadrement, et on vient parler aussi des opérateurs. Et de toutes les autres personnes, c'est pour ça que j'ai mis trois petits points après, de toutes les autres personnes qui font partie de l'établissement. Donc vous pouvez aussi aller sur des acteurs externes, hein, comme la médecine du travail, l'inspection du travail, voilà, ils sont là aussi. L'ANACT notamment, l'Agence nationale pour les conditions de travail. L'ANACT, vraiment, je vous conseille d'aller sur leur site. L'ARACT, c'est l'Agence régionale des conditions de travail.
Voilà, ils sont copains. Mais je vous invite vraiment à aller sur le site de l'ANACT, qui a plein de ressources, notamment sur les RPS, qui peuvent être intéressantes. Voilà, donner des exemples aussi de choses, de plans d'action. Donc vraiment, il y a cette notion de mobilisation. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose où tout le monde participe. Je disais tout à l'heure sur la slide précédente, plus les salariés vont participer, plus vous les faites participer et plus ce qui va en ressortir va être vraiment qualitatif. Mais ça demande du temps et de la communication et de la pédagogie. Et souvent, bah voilà, aussi dans le quotidien, ça c'est une réalité, c'est pas forcément facile de trouver le temps pour faire ça correctement. Ensuite, vous allez avoir toute une phase d'audit. Alors, d'audit ou de diagnostic, c'est quasiment la même chose, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Auditer, on va venir auditer par rapport à un standard. Diagnostiquer, on va vraiment être plutôt sur les causes sous-jacentes. Idéalement, vous faites et un audit et un diagnostic. Là, on est vraiment dans une logique de compréhension. On veut comprendre ce qui se passe. C'est quoi les vrais facteurs de risque? Pourquoi? Parce que ben, on veut pouvoir les améliorer. Donc, il y a vraiment prendre le temps d'écouter les gens. Et ensuite, vous avez la troisième partie qui est la partie maîtrise. C'est vraiment comment est-ce que concrètement je vais améliorer ma situation de travail. Au niveau de l'organisation, au niveau de l'environnement de travail, au niveau du matériel utilisé. Et là, je vous rappelle que l'objectif, c'est vraiment d'aller sur la prévention primaire, déjà de supprimer les sources de risques psychosociaux ou à défaut d'aller sur la prévention secondaire, donc réduire les sources de risques psychosociaux et prévention tertiaire, gérer les situations de crise. Voilà, donc ça va être vraiment les trois étapes que vous allez mettre en place. Mobilisation, audit slash diagnostic et maîtrise du problème. Et il faut bien sûr avoir en tête que cette notion de maîtrise, pour maîtriser les RPS, c'est quelque chose que vous allez travailler un petit peu en continu. On est vraiment dans une logique de démarche d'amélioration continue. Donc une démarche prévention RPS, ça demande du temps, de la remise en question, remise en question de la direction, de l'encadrement, mais aussi des équipes, hein. Un certain budget, parce que bah, vous dégagez du temps. En soi, vous n'allez pas... voilà, le budget aussi, des fois, il peut servir à bah, racheter du matériel, embaucher une nouvelle personne. Enfin, ça peut aussi, des fois, être quand même un certain budget, mais il faut voir ça vraiment comme un investissement, pour toutes les raisons qu'on a vues en début du webinaire. Et puis surtout, une motivation sincère à faire évoluer les choses dans l'entreprise. Quand on parle d'outils notamment, donc ça c'est pas pour faire ces trois étapes, il y a plein d'outils qui existent. Souvent on me dit bah oui mais qu'en est-il de la sophrologie, des méthodes, des techniques de relaxation, de respiration? Je dis oui mais non, dans le sens où ça peut être vraiment bénéfique, toutes ces techniques, mais il faut avoir conscience qu'ils viennent traiter les symptômes. Il ne touche pas aux sources du problème. Et vous, votre objectif, notamment dans votre plan d'action de prévention RPS, hein, c'est que vous voulez vous attaquer aux sources du problème. Donc, organiser des sessions de yoga tous les vendredis, c'est pas ça qui va faire que les gens vont pas partir en burn-out. Enfin, si vous organisez des sessions de yoga, il faut aussi travailler activement sur la surcharge de travail. Si vous ne travaillez pas en même temps sur la surcharge de travail, vous pourrez faire yoga tous les jours, ça ne changera rien. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les outils qui sont adaptés à votre situation, parce que le yoga, c'est très bien. Et si vous avez des conditions de travail qui sont agréables, ça peut justement rentrer dans cette logique d'amélioration continue, de proposer à vos collaborateurs des séances de yoga. Mais c'est génial. Mais c'est pas parce que vous proposez des séances de yoga qu'il faut pas travailler sur les vrais problèmes, qui vont être souvent, pas toujours, mais souvent des problèmes d'organisation, des problèmes de moyens, voilà. Donc là, je vous ai mis quatre outils qui existent, qui sont très bien, mais il y en a plein d'autres. Voilà, ça ne s'arrête pas là. Mais vous avez par exemple la matrice des risques. Donc c'est une matrice qui va vous permettre de hiérarchiser les risques identifiés afin de rédiger un plan d'action qui a du sens. On va pouvoir utiliser aussi un dialogue partie prenante. Donc là, on va être plutôt sur le fait de là, dialoguer, négocier aussi avec ces parties prenantes, notamment internes, mais pas que, pour connaître leurs enjeux. Et à partir de là, c'est un peu ce que je disais, hein, comment est-ce que vous pouvez inclure vos, vos salariés. Donc là, ça va passer notamment par un dialogue partie prenante. Donc là, pensez aussi à groupe de co-réflexion, questionnaire. Ça, souvent, les entreprises, elles font des questionnaires RPS, mais il y a beaucoup d'autres outils qui existent pour justement animer ce dialogue partie prenante. Le plan d'action Slack, c'est un outil, je reviens dessus sur la toute dernière slide. Parce que je voulais vous donner un outil très concret. Et donc, ça va être le Slack. Ça permet ce plan d'action, cette méthodologie Slack, ça permet de structurer son plan d'action
pour améliorer son impact. Donc, on a déjà les 6 facteurs de RPS qui vont être plutôt sur la partie diagnostic, audit, comprendre où j'ai des problèmes potentiels. Et le Slack, ça va vraiment vous permettre de venir travailler activement sur les réponses à ces problématiques. Et puis aussi les formations PRPS, hein, donc les formations sur la prévention des risques psychosociaux, vous en avez plein qui existent. Alors par exemple, vous avez premier secours en santé mentale, qui est super. Vous avez manager les risques psychosociaux pour les managers. Voilà, donc là, l'objectif là, c'est vraiment d'outiller les managers pour qu'ils puissent mieux soutenir leurs équipes, parce que c'est le premier relais. Le premier relais auprès des collaborateurs qui souffrent, ben, c'est souvent les managers. Et donc, en fait, il faut vraiment leur donner les outils. Sinon, les managers eux-mêmes, à terme, vont se retrouver en souffrance. Et c'est tout ce qu'on veut éviter, évidemment. Et voilà, comme je disais, il y en a plein d'autres. Les signaux faibles, comment les repérer? Donc, les signaux faibles, c'est souvent le premier point d'alerte que vous allez avoir. Tout est dans le mot, hein. Signaux faibles, bah, c'est faible. Et c'est ça qui est difficile aussi, en fait, avec les signaux faibles. Il faut savoir que les RPS, c'est quelque chose qui a tendance à s'installer de manière progressive. Donc, en fait, il y a un enjeu à les détecter aussi tôt que possible. Plus vous allez les détecter en amont, mieux vous allez pouvoir intervenir. Et au lieu d'être sur de la prévention tertiaire, vous allez être sur de la prévention secondaire, ce qui est quand même énorme au niveau voilà, charge. L'objectif des signaux faibles, c'est de réussir à repérer les changements et les réactions inhabituelles de vos équipes. C'est très diffus, c'est très ambigu et c'est pas forcément facile à faire. Donc, si vous voulez réussir, après il y a des méthodologies, il y a d'autres outils qui existent. On n'a pas le temps malheureusement de plonger dedans. Mais globalement, si on veut travailler justement utiliser les signaux faibles, alors déjà il faut bien connaître ses équipes. Ça c'est un peu le. Donc ça prend du temps, hein, apprendre à connaître ses équipes. Mais c'est par exemple prendre du temps de leur parler, la fameuse pause café, les déjeuners ensemble, pour connaître les gens avec qui on travaille. Ensuite, c'est le fait d'instaurer des espaces de discussion réguliers. Et attention, c'est pas forcément des espaces de discussion qui vont être formels. Des choses qu'on va mettre dans son calendrier. Ça peut être aussi, voilà, tous les vendredis matins, je ramène des croissants et on se prend un quart d'heure en équipe pour discuter, prendre le café. Ou le lundi matin, ou peu importe. C'est pas la pause café, ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment d'avoir des espaces de discussion où les gens peuvent s'échanger. Et donc, voilà. Et donc, la troisième chose, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle la confiance mutuelle. Ça passe de la part de l'employeur et de la part des managers, notamment par des outils comme le droit à l'erreur, la posture qu'on appelle adulte-adulte dans l'analyse transactionnelle, c'est pas un autre outil. En gros, c'est prendre la responsabilité de ses actes. Voilà, donc ça, et il y en a d'autres, évidemment, ça s'arrête pas là, mais ça va être les deux gros axes qu'on va utiliser, donc le droit à l'erreur, la posture adulte-adulte, pour justement travailler sur cette confiance mutuelle. Après, il y en a d'autres derrière. Les signaux faibles, vous avez quatre types de signaux faibles qui existent. Vous avez les signaux physiques, donc maux de tête, fatigue, etc. Signaux liés au travail, baisse de concentration, diminution de la qualité du travail. Les signaux collectifs, donc là on va retrouver dans les tensions dans l'équipe. Et aussi les signaux liés au comportement. Donc, par exemple, des gens qui vont être très irritables, qui vont avoir des réactions absolument démesurées face à certains désagréments. Voilà, donc tout ça, ça va être des signaux qu'on va appeler signaux faibles. C'est pas parce que quelqu'un va être moins concentré que forcément derrière il va partir en burn-out. C'est pas vrai. Mais par contre, ça va être vraiment une baisse de concentration qui va durer longtemps et puis qui va être un peu persistante. Et puis en plus, la personne, elle arrête pas de se plaindre qu'elle est fatiguée, que ça va pas. Et puis en plus, quand elle est en réunion, elle va être très, très facilement, elle va partir, elle va sortir de ses gonds. Donc en fait, ça va être vraiment l'accumulation des signaux faibles qui doit vous faire dire, ok, je pense que là, il y a un problème, il faut que j'aille creuser. C'est ça en fait, les signaux faibles. Donc être à l'écoute, pardon, de ses équipes, c'est une compétence qui s'apprend, comme toute compétence, comme être manager, ça s'apprend aussi. Donc les signaux faibles, ils sont donc difficiles à détecter, hein, parce que voilà, ils sont faibles. Ils sont ambigus, ils sont souvent diffus et quand on les prend séparément, ils peuvent sembler anodins. C'est pas parce que, on vient de le dire, c'est pas parce que quelqu'un va avoir une baisse de concentration, on va être un peu plus énervé sur voilà une semaine ou 2 semaines que forcément il y a un gros problème derrière. Mais ça peut être un signal qui fait que on se dit en tant que manager ou en tant que direction,
Je sens que là, un tel ou une telle ne va pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Donc, si des signaux faibles sont repérés, il est important que l'encadrement, et c'est la responsabilité de l'encadrement, alors que ce soit la direction des ressources humaines, les managers, les N+1, N+2, réagissent en ouvrant la discussion et en posant des questions spécifiques. Donc, ça va être des questions spécifiques sur la charge de travail, sur les outils qui sont mis à disposition, sur les soutiens que la personne a ou n'a pas. Parce que si vous allez la voir et vous lui dites, ah bah tiens, j'ai l'impression que ça va pas en ce moment, ou juste un simple ça va en ce moment, généralement, ça va pas inciter la personne à parler de ses difficultés. Donc, il faut poser des questions qui vont être vraiment très spécifiques et très orientées. Et pour vous aider à orienter vos questions, je vous présente le Slack, hein, qui est ce qui est la dernière slide pour aujourd'hui et sur lequel on va finir. C'est un outil qui a de multiples usages, qui a fait ses preuves. Donc, c'est un modèle qui a été théorisé par Damien Richard et Emmanuel Laborde de Châtillon, qui sont tous les deux font partie de la chaire de management et santé au travail à l'université de Grenoble. Et ça fait, je sais plus, une dizaine d'années, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années qu'ils travaillent avec et sur ce modèle, hein, qu'ils ont fait évoluer aussi évidemment au fil du temps, mais qui vraiment a fait ses preuves et qui vient structurer en quatre parties, ou en tout cas, voilà, diviser en quatre parties cette notion de bien-être au travail, le sens, le lien, l'activité et le confort. Donc en gros, le sens, c'est d'avoir une vision claire de mon travail, et c'est aussi le fait d'être aligné avec les valeurs de mon organisation, hein. Je parlais tout à l'heure du grand sens et du petit sens, c'est exactement ça. C'est le lien, donc c'est en gros être en bien s'entendre avec ses collègues, si vous voulez. Mais pour bien s'entendre avec ses collègues, il faut avoir des espaces de discussion qui soient formels et informels, qui soient pertinents et productifs. Il faut pas créer des espaces de discussion juste pour créer des espaces de discussion. C'est vraiment des choses qui permet de créer du lien. Ensuite, vous avez la partie activité. Donc là, on est vraiment sur la partie technique, hein. Vraiment avoir une organisation de travail. Donc là, on va vraiment parler process, outils qui permettent à tout le monde de bien faire leur travail. Si je suis mal organisée, si je sais pas où aller chercher l'information, ça va compliquer la tâche. Et ensuite, la partie confort, ça va être vraiment les conditions de travail qui vont être équitables, justes et adaptées au travail à réaliser. Donc, comment utiliser cet outil du Slack? Par exemple, si vous repérez des signaux faibles, c'est de réfléchir, c'est de dire quelles questions je pourrais poser à la personne chez qui j'ai repéré les signaux faibles pour m'assurer que au niveau du sens, pour elle, elle voit encore du sens dans son travail. Elle sait pourquoi elle travaille. Elle sait, voilà, et elle a l'impression que ce qu'elle fait, c'est bien. Ensuite, est-ce que, il y a des problèmes au niveau de la relation avec ses collègues, avec sa hiérarchie? Et voilà, donc d'avoir des questions un petit peu pointues dans ce sens-là. Ensuite, sur l'activité, est-ce que le problème de la surcharge de travail, c'est peut-être parce qu'on est mal organisé en interne? C'est possible aussi. Et si on a juste ça, est-ce que ça marche mieux? Voilà. Ou alors le confort, est-ce que la personne, elle est peut-être pas confort dans le sens où elle est mal rémunérée, ou tous les matins, il faut qu'elle emmène, je sais pas, j'ai n'importe quoi, sa fille à la crèche, et du coup, ça fait que derrière, elle est régulièrement en retard parce que elle n'a pas réussi à s'organiser différemment. Donc là, est-ce qu'on pourrait pas potentiellement envisager un aménagement d'horaire? Voilà, ça fait partie du confort de vie de cette personne. Voilà, donc c'est vraiment d'essayer d'orienter vos questions en fonction de ces quatre facettes, donc le sens, le lien, l'activité, le confort. Donc c'est le Slack. Et c'est un outil qui marche vraiment très bien, qui est facile à prendre en main pour les managers et qui permet de structurer cette approche. Voilà, et on est à la fin de la présentation. Et donc, si le sujet vous intéresse, je vous laisse contacter Myriam aussi, Tuti, qui est notre directrice des ventes au CNFCE et qui peut, voilà, aussi vous orienter potentiellement sur les formations qui pourraient être adaptées à votre cas. Je le mentionnais tout à l'heure, on a plein de formations diverses et variées qui existent. Et ça va dépendre aussi de vos attentes et de votre contexte pour voir qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui fait sens. Oui, merci beaucoup Tatiana. Du coup, effectivement, vous pourrez également retrouver Tatiana en formation en faisant également la demande auprès de Myriam Tuti.
Déjà un premier commentaire qui nous remercie donc pour votre très bonne présentation, Tatiana. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Voilà, on va prendre quelques instants. Vous allez pouvoir retrouver le replay du webinaire dans quelques jours. Voilà, pour le revoir autant que vous voudrez. Merci à vous tous d'avoir voilà, été présents et d'avoir participé à ce webinaire. Si j'ai pu vous donner quelques outils ou quelques pistes de réflexion sur votre démarche RPS, j'en suis ravie. Parfait, merci à vous, Tatiana. Bah, je vais mettre fin du coup au webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi.